Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Ayant déjà le roman dans le cœur depuis le début, il ne restait plus qu'à Corinne Javelot d'aller du Limousin au cœur du roman. Ce qu'elle fait brillamment depuis déjà 2008. Comme une plume au vent de l'inspiration, l'esprit de la romancière tourbillonne en spirale pour arriver toujours plus près de l'essence du roman. Interrompons là une dizaine de livres plus tard, après entre autres ces deux romans historiques, La Dame de Courbépine, c'était en 2010, et Alix de la Rochechouart, ça c'était en 2012. Voilà pour lui demander où elle en est de sa quête. Son dernier livre s'intitule L'ombre de Rosemée. Donc ma chère Corinne, officiellement bonjour. Bonjour. Alors on l'a bien compris dans l'intro, vous ce n'est clairement pas les maths qui vous motivent, mais les lettres, Oui. d'après ce que j'ai pu lire ici et là. Vous faites donc des études de lettres poussées, histoire de l'art, avec l'envie donc déjà d'écrire en filigrane, dès le début. Oui, c'est-à-dire que, oui, on peut dire en filigrane parce que je ne pensais pas publier des romans un jour. J'étais plutôt partie sur un cursus qui m'aurait amené vers le tourisme et les voyages. D'ailleurs, c'est ce que j'ai choisi parce que j'avais le sentiment que je n'avais pas achevé la connaissance de moi-même. Enfin, on ne l'achève jamais. On est tout le temps en perpétuelle quête de soi. Mais j'avais besoin de celle-ci pour peut-être franchir une étape et aller à ce moment-là vers l'écriture. Donc vous êtes une grande rêveuse. Et... Bien les pieds sur terre quand même. Vous avez les pieds... Rassurez-vous, oui. Alors si j'ai bien compris, on vient de le dire, vous arrivez d'abord, alors là je vais faire un petit jeu de mots sympa, vous arrivez dans le tourisme en roman, entre guillemets, dans des magnifiques paysages qui vous font rêver, puis ensuite dans le roman en touriste. Mais d'abord dans le tourisme en roman, puisque ça vous fait rêver. Le tourisme en roman, c'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce au tourisme que la première vous emmagasinez, vous engrangez structure de roman est née, puisqu'il s'agit de Venise aux deux visages. Donc c'était un polar psychologique qui est sorti en 2008, et c'est sur les bords du Grand Canal que cette histoire est apparue ça vient de là. Oui. Ça vient de là. Je suis rentrée avec on peut dire, un premier synopsis de roman de l'un de mes voyages. Donc vous regardez un paysage et paf, ça vous vient. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai si vous voulez, parce que il faut savoir qu'il y avait quand même une antériorité. Bon, Venise, pour moi, c'était aussi des années de travail, des années d'accompagnement de voyage. Donc j'avais pris énormément de notes, j'ai monté des carnets de voyage, des carnets de bord. Donc j'avais, une matière première de Venise déjà conséquente. Suffisante pour y introduire En plus il y a un côté il y a un symbole de lune de miel littéraire puisque votre premier roman c'est Voyage de Denise. Si on veut, oui. Là en l'occurrence c'était plutôt l'histoire d'une reconstruction puisque c'est un personnage qui arrive à Venise totalement meurtri et qui va faire la connaissance de deux sœurs. D'accord. Donc voilà, cette idée de roman est partie un petit peu de cette manière-là et je crois qu'à partir de là, j'ai pris un peu le virus. C'est là que vous avez pris le virus, d'accord. C'est un drôle de jeu de mots en temps de coronavirus, mais pourtant, ça passe, je vous rassure. En fait, c'est une envie de créer, une envie de donner vie finalement à des personnages. C'était en vous. Alors, je vais poursuivre dans le truc. C'était en vous en germe. Oui. Alors, pour terminer sur votre périple qui va durer une quinzaine d'années quand même. Donc, vous avez des expériences très riches. Vous faites le tour du monde, d'après ce que j'ai compris. Le tour du monde, non, une bonne parce partie. que j'avais quand même beaucoup de destinations qui revenaient. Vous savez, les destinations touristiques. Voilà, vous avez quand même des destinations de prédilection. Époque, bien sûr. En l'occurrence, c'était beaucoup des tours d'Andalousie. Beaucoup des tours du sud de l'Italie. On va en parler de ça aussi. Il y a l'Andalousie et puis vous aimez beaucoup les contrées asiatiques aussi. Oui, d'ailleurs j'ai publié un roman qui s'appelle L'Appel des rizières. On va en parler. Vous allez voir, j'ai fait un petit parallèle. Alors c'est vrai qu'il y a un côté Lévi-Strauss dans votre démarche. Il y a une espèce de côté un peu ethnologue. Vous aimez observer les gens, notre culture, les écouter. Non, vous avez cette écoute aussi. Oui, bien sûr. C'est indispensable. Je pense que les personnages, pour les nourrir, ils font énormément de choses. Je crois qu'il faut avoir conscience de ça. En fait, c'est avant tout une connaissance de la nature humaine, des différentes facettes de la nature humaine dans son bon comme dans son mauvais aspect. Et c'est ce qui donne justement une particularité et une richesse aux personnages que l'on va créer. C'est vrai que l'écriture se fait également sur deux modes. C'est vrai que ça peut venir de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Et vous, ça vient beaucoup de l'extérieur Vous savez, je pense qu'on n'est pas conscient de tout ça. C'est vrai que c'est des processus complètement inconscients. C'est des processus totalement inconscients. On a besoin, en fait, de nourrir. On a besoin, de toute façon, je pense, de nourrir ces personnages, de manière concrète. Mais il y a encore une fois des choses, comme on en parlait juste à l'instant, qui viennent d'un inconscient, peut-être même d'un inconscient collectif, on ne sait pas,
et qui vont ressortir sur le papier de manière totalement inattendue. Parce que je dis souvent, on n'est plus maître de soi véritablement quand on écrit. On sent qu'il y a une certaine force qui s'empare de soi. Et c'est aussi la richesse et le plaisir donc d'une écriture qui va se nouer, se construire au fil du temps sans qu'il y ait de véritable plan. Et c'est ça qui est fascinant dans le travail d'écriture. On va poursuivre après, mais c'est un thème, je pense que chez vous, il y a... Moi, je pense, ma philosophie, c'est qu'on vibre des choses. On vibre des choses. Bien sûr. Et il y a des thèmes qui reviennent dans notre vie parce qu'on les vibre fort. Il y a aussi de manière inconsciente, mais vous allez voir, il y a un thème qui vibre chez vous, on va en parler. Alors après, tout s'enchaîne, ou plutôt se déchaîne, on ne sait plus, puisque vous allez publier plusieurs romans, notamment La Demoiselle du Roule, oui. La Dame de la Villa Saphir, L'Oublié de la Ferme des Brumes, alors c'est vrai, vous êtes prolixe, hein, et L'Insoumise de Karénac. Ça, c'est chez Terre d'Histoire. Hein. Voilà. Alors, Un été d'orage, ça c'est mars 2018. Et puis vous recevez par ailleurs le prix de l'Académie des Belles-Lettres et Beaux-Arts. Donc c'est un sacré parcours quand même, joli parcours. Voilà, les Sœurs de Biscarrosse en 2019. Et les Sœurs de Biscarrosse, voilà. Et cette année, donc en 2020, je publie L'Ombre de Rosemet chez Calman Lévy. Alors, on va en parler tout de suite. Alors comme vous le dites, ça vous est pas donné parce que c'est dur. Il y a une discipline. C'est très difficile. C'est avant tout une discipline de travail quotidienne. Plusieurs heures. Donc comment vous travaillez plutôt le matin, le soir? Alors généralement je travaille très tôt le matin, je me réveille donc de bonne heure et je me consacre directement à l'écriture les 2 ou 3 premières heures en fait dès mon réveil. Il faut du courage pour faire ça. Oui, mais en même temps on a l'esprit, enfin moi je sais que j'ai l'esprit très clair à ce moment-là. Ah oui, d'accord. Ça me permet aussi de revenir dans le travail que j'ai fait la veille afin de voir et de corriger déjà. Et comme on dit en Normandie, on a un proverbe qui dit c'est le matin qu'avance en plus. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, moi j'aime beaucoup l'idée de la petite dialyse du carnet parce que moi c'est pareil, j'ai un petit carnet où je note beaucoup de choses. C'est comme une sorte de, on peut pas s'empêcher, c'est compulsif quoi. Alors ça, le petit carnet, c'est important et c'est important parce qu'en fait, une idée ne revient jamais 2 fois. Moi, je me rends compte de ça. Et il n'y a rien de pire qu'une idée. Elle va revenir, mais en fait, elle ne revient pas. Et ça vous est arrivé ça? Lors de mes réveils nocturnes, parfois, d'avoir des choses intéressantes que j'aimerais noter. Je me dis, allez, attendons demain. Et c'est toujours un tort parce que jamais le lendemain. Vous êtes persuadé que vous allez la retenir? Oui, c'est évident. Et puis. Exactement. Et c'est absolument pas évident. Ça m'arrive régulièrement. Ça, c'est les mystères du cerveau humain et Dieu sait s'ils sont nombreux. Alors, dans vos activités annexes qui gravitent autour de l'écriture, je vois que vous êtes membre du jury du prix des romancières remis chaque année. C'est au Forum du Livre de Saint-Louis en Alsace. Alors, oui. Ça doit être intéressant de l'être de l'autre côté, de juger un livre. C'est très intéressant d'être membre du jury d'un prix littéraire. Déjà, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la sélection des livres qui arrivent sur table, il y a des livres vers lesquels vous ne seriez pas nécessairement allé. Oui, on vous propose ça effectivement. Vous donne l'occasion, voilà, ça vous donne l'occasion de découvrir des écritures, des histoires, des thématiques que vous n'auriez pas eu forcément envie d'aborder et qui s'avèrent être très intéressantes à travers ça des qui plumes. Me manque des fois, parce que c'est vrai qu'on va toujours vers, en fin de compte, on a toujours un peu les mêmes penchants. Voilà. Ce qui est tout à fait dommage, et moi je le déplore. D'ailleurs, je fais passer le message ici, dans ce salon du livre, ce sera peut-être l'occasion. C'est les gens qui disent, finalement, moi je lis tel style ou tel style de livre. Mais vous savez, je trouve que c'est tout à fait réducteur. Et puis on a du mal aussi, il faut penser qu'un livre, c'est jamais ce que l'on croit un livre. On a toujours des surprises. Il n'appartient jamais à une catégorie. Il y a des émotions, il y a une psychologie au travers l'écriture. Il y a des choses qui sont indescriptibles, je veux dire. Il faut tenter en fait une lecture. Il faut se laisser partir dans la bulle créatrice finalement de l'auteur et accepter d'ouvrir sa porte, je crois. Et on fait très souvent même des découvertes intéressantes. Un livre, moi je dis toujours, c'est comme un enfant, quoi. Il grandit, il a sa propre vie. C'est ça. C'est bon un livre. Non mais c'est vrai. Bon, c'est peut-être bateau de dire ça, mais je le pense profondément. C'est bien de laisser la chance, je pense, à toutes sortes de livres en fait. Alors quels sont les évidemment, alors on a bien compris que vous étiez de la filière romanesque. Quels sont les auteurs que vous aimez lire justement vraiment? Alors là, je vais vous dire, je suis très éclectique. Très éclectique. Je peux même pas vous citer. J'allais dire un peu les classiques, Balzac, tout ça. Oui, bien sûr. Bon, les grands classiques, mais après, vous savez, dans les contemporains, il y a des tas de choses très très intéressantes. Oui. Voilà. Alors après, c'est vrai que je peux pas vous citer tel ou tel nom parce que j'aurais le sentiment d'avoir laissé de côté peut-être tel autre. Et je m'en voudrais après par la suite. Je me dirais pourquoi tu as cité celui-ci alors que tel autre est. Et quels sont, alors là, par contre, plus subtilement, quels sont ceux qui vous donnent envie de lire, d'accord, mais quels sont ceux qui vous donnent envie d'écrire? Parce que c'est pas forcément les mêmes. Quels sont ceux qui m'ont donné envie d'écrire? Ah,
Alors bon, l'œuvre de Marcel Proust m'a incontestablement donné envie d'écrire. Ça, c'est une évidence. C'est Marcel Ça, Proust c'est sûr. vraiment qui vous motive. Au départ. Attends, je veux dire vraiment. D'ailleurs, on le sent bien. Là, j'ai lu de larges extraits de vos œuvres. C'est vrai que vous êtes assez proustienne dans l'écriture. Hein. Oh, j'irai Non. peut-être pas jusque-là, non, je pense pas. Mais il y a quand même l'articulation de la virgule, je pense etc. Et c'est beau de voir ça parce Oui. que les gens maintenant sont tellement habitués à la brièveté que moi j'aime bien faire des Ça phrases. m'intéresse pas la brièveté. Je peux vous dire, il y a de très belles choses. Bref. Mais ça ne m'intéresse pas nécessairement, si vous voulez. La brièveté pour la brièveté, non. C'est pas mon fort. Moi aussi, je pense fais qu'il faut savoir, il y a des temps, il y a un temps pour tout. Je pense que il faut savoir articuler ça dans un livre. Il y a des moments pour chaque chose. Il y a des rythmes, il y a un souffle. Un livre, c'est un souffle en fait. C'est une respiration, c'est une vibration. Voilà. C'est bien dit. C'est, Alors, effectivement, vous écrivez très bien. Alors, par exemple, ce serait bien narré. La Dame de Courbépine. Alors, je lis un petit extrait vite fait. La visite du château commençait par le petit salon en rotonde. Les dames se montraient sensibles au choix des boiseries, aux couleurs d'apparat gris perle et vert d'eau, au raffinement des formes légères du mobilier. Est-ce la mode de Versailles, influencée du style turinois qui donne autant d'allure à votre séjour, sans qui Madame de Caraman, peut-être par esprit de coterie. Alors c'est vrai, vous employez des mots, franchement, que les gens ils ne savent plus forcément ce que ça veut dire maintenant. Je trouve que c'est intéressant aussi. Enfin, bon, évidemment, il faut le replacer dans le contexte après, mais quand on évoque Mais on sent que vous avez plein de couleurs dans la tête. Un certain domaine, c'est ça, voilà. une certaine époque, je pense qu'il faut être aussi en rapport avec le mode de vie, le mode de pensée. Mais vous êtes visuel quand même au niveau, parce que Oui, je suis visuelle, vous voyez oui, très beaucoup. oui, on sent quand on vous lit, c'est Mais très. je pense que le imagé, lecteur hein. en a besoin aussi. Moi, Oui, je me oui. rends compte, j'échange aussi beaucoup avec mes lecteurs et je me rends compte que ils ont besoin de ça. Et souvent, beaucoup me disent quand on vous lit, on y est immédiatement. C'est ça. Oui, mais ça c'est important justement. Très important. C'est très Oui, très oui, oui. important parce qu'on peut rêver des choses, mais il faut aussi les incarner concrètement. On est quand même dans un monde concret. Le livre, c'est de l'incarnation. Ça, Alors ça c'est le talent, faut effectivement. la Il y en faire a qui savent le faire, il y en a qui savent pas le faire. Il y en a, ça vous ennuie au bout de 4-5 lignes. Voilà, c'est comme disaient des proches, c'est comme l'annuaire, on tourne 2 pages et on décroche quoi. Alors après, bien sûr, bon, le tout est de donner une certaine vie, une certaine forme, une certaine émotion. C'est ça aussi. Bon, c'est beaucoup dans l'émotion. L'écriture, c'est dans l'émotion. Ah bah complètement. Et là, l'émotion, celles qui sont dites, mais celles qui ne le sont pas aussi. qui ne le sont pas. Et là, on arrive justement en transition toute faite, grâce à vous. On parle justement de ce fameux appel des rizières. Voilà, j'aimerais vous entretenir de ce roman qui raconte donc la quête initiatique de Tan. Alors c'est comme ça que ça se prononce, hein? Oui. Non, Tan. Oui, Hein. oui. Voilà, c'est un jeune Vietnamien, héros de ce roman, qui veut retrouver ses parents biologiques. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai lu des extraits. On sent que ce livre est un peu à part dans votre parcours. Il pose le problème du déracinement, de la quête de soi. Hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent. Pour moi, c'est un livre qui date de 2009, donc c'était suite à mes voyages au Vietnam du 2006-2007. Donc c'est vrai que tout ça commence. Et regardez à dater votre livre Rose Mess, c'est exactement l'inverse symétrique. C'est la symétrique, puisque c'est de l'autre côté. La Tan, il recherche ses parents, tandis que là, c'est l'inverse. Vous savez, on a des thèmes de prédilection. Hein, et ça, évident, c'est un thème qui est revenu. Mais les ancêtres, le passé, la mémoire, c'est évident que c'est la source Donc, de vie. Hein, c'est la connaissance de soi. C'est des choses totalement indispensables pour se réaliser dans l'existence. Donc forcément, elles reviennent de manière différente. Non, mais j'avais jamais noté ça. Je me suis dit, mince, c'est le même thème, mais en symétrie. Non, vous l'aviez noté ou... Pas forcément. Enfin, si vous voulez, je suis habitée. Bon, de toute façon, je connais plus ou moins mes démons. Je sais ce qui m'habite. Hein. Oui. Et ça en fait partie. Et ça, bien j'ai bien senti ça. Et là, dans le dernier, c'est d'autant plus fort que ça touche une terre qui m'est très proche, puisque c'est celle de mes ancêtres. Oui, ça se passe en Limousin, c'est ça. 3 siècles d'occupation, enfin, aux confins du Limousin, de la Charente et de la Dordogne. 3 siècles que ma famille, en fait, habite dans ce village. Donc, il est vrai que... Donc, c'est une histoire... Comme je dis toujours, les racines me poussent sous les pieds. C'est une histoire purement inventée ou Alors, l'histoire est totalement inventée, l'histoire mais est je inventée. l'ai nourrie de choses très précises qui sont en rapport avec un terroir. Donc, une époque, une histoire... Oui, parce qu'on sent que c'est très précis. Hein. C'est très précis. Et puis ce petit clin d'œil au C'est Forçat. un village, voilà, un clin d'œil au Forçat. C'est un village, en fait, où... non loin de là, eh bien, il y avait des mines de fer qui alimentaient, bon d'ailleurs, tout le bassin de la Tardoire dans cette région. Donc ça, vous connaissez bien, c'est quelque chose ça, que je vous... connais oui. bien. Les maîtres de forge étaient installés. On fabriquait beaucoup, vous savez, des canons pour l'arsenal de Rochefort depuis déjà l'époque Oui, de d'accord, oui, Louis oui. XIV.
Ce qui continuait d'ailleurs sous Napoléon III, puisqu'il y avait la grande fonderie de Ruelle, qui est pas très loin. C'est visitable, non? Qu'est-ce que c'est Alors la devenu, ces grande endroits-là? fonderie de Ruelle, maintenant, non, elle est occupée par une société privée. Ah oui, d'accord. Voilà. Ils n'en ont pas fait un musée ou quelque chose comme ça, quoi. Non, il n'y a D'accord. pas véritablement de musée. Ce qui reste aujourd'hui, c'est quelques petites forges où on peut effectivement visiter un petit peu le travail de la forge. Ça existe encore aujourd'hui. Et donc, à l'époque, ça faisait quand même partie des points forts de l'époque que j'évoque, vers 1850. C'est-à-dire, il y avait ces maîtres de forge. Il y avait bien évidemment l'industrie porcelainière qui, là, était déjà même à une période charnière en 1850, puisqu'elle a débuté déjà dès 1770. C'est vos périodes de prédilection, ça. Vous aimez bien ces périodes? Je les aime bien, c'est vrai, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'elles associent énormément de choses. C'est une période de grand bouleversement, une période de grande évolution. Et Un confluent de... c'est ça, il a été donné, je pense, la possibilité aussi à certains personnages de sortir un petit peu de leurs conditions, d'évoluer, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est très très riche. On était vers un ascendant, vers une construction. Une espèce de... effectivement, un mouvement ascendant. C'est oui. ça, c'est ça. Alors, Ça, on le ressent à travers le livre, oui. dans cet arc-en-ciel émotionnel, fusionnant, foisonnant qui est le vôtre, et dont chaque rayon est relié à un fruit livre, vous avez l'image, avec déjà un bel aspect d'arbre fruitier, donc vous avez arc-en-ciel, avec chaque rayon relié à un livre. Quel est le livre potentiel en devenir que vous n'avez pas encore écrit, le fruit non encore poussé que vous brûlez d'écrire? Je sais pas. J'avoue que vous me posez une question assez Compliqué. compliquée, oui, à laquelle j'aurais du mal à répondre. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un livre en cours, donc je suis Oui, effectivement vous avez toujours, en projet pour voilà, 2021. Le livre que j'ai en cours, bien évidemment, m'occupe totalement l'esprit. Le livre que je viens d'écrire pour moi et celui que je porte, bien évidemment, je le porte, il vient de naître, donc je le porte comme un enfant en bas âge, et donc je l'aime plus que tout. Et j'essaye de le faire vivre au mieux aussi. Alors après, j'espère pouvoir poursuivre comme ça assez longtemps, le plus Oui, longtemps alors possible. à la limite, ma question n'avait pas vraiment de sens. J'ai essayé d'interrompre un processus naturel, je m'en excuse. Non, mais... Petite question, quand vous écrivez, et je la pose à tous les auteurs parce que ça me fascine, moi j'écris moi-même. Et quand vous écrivez une intrigue, donc vous faites un plan, j'imagine, ou oui. alors vous laissez les personnages vous taper sur l'épaule et vous dire non, c'est pas ça, il faut que tu ailles par là. Alors, en fait, je planifie de plus en plus. Vous planifiez de plus en Oui, plus. je Donc vous avez déjà planifie de plus en plus, parce que d'abord, je transmets aussi à mon éditeur un projet. Ce projet est quand même une forme assez concrète. Il faut savoir où l'on va. Mais il est évident que ce plan est modifiable. C'est-à-dire que je sais que je vais travailler dans cet esprit. Ah oui, ça évolue, mais quoi. Après, bien évidemment, au fil de l'écriture, j'ai toujours des surprises. Et heureusement, j'insiste, parce que j'ai vraiment besoin que ce soit mon imaginaire qui me guide. Vous voyez ? Vous faites vraiment l'intuition chez vous, c'est quelque chose de noble. L'intuition, absolument. Et ça, je ne veux pas, c'est pas du tout, je ne galvauderai absolument pas cet aspect. J'aime bien sûr avoir une idée de construction, parce qu'on ne peut pas travailler totalement dans le flou. Mais il y a toujours une porte ouverte sur l'inconnu et sur la surprise. Ce personnage ça, qui vous très dit, important. allez, et viens sur par là. les personnages, parce que vous savez, quand je crée des personnages, mes personnages, je les découvre aussi au fil de l'écriture. Ils sont vivants. Ils ne sont pas incarnés au moment où je débute le livre. Au moment où je débute le livre, ils s'étoffent. Ils sont en devenir. Voilà. Et je sais qu'ils vont s'incarner bien plus tard dans mon écriture. C'est pour ça que je reviens, comme tous les auteurs, je reviens 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être parfois 10 fois sur le travail. Voilà. Ah, une dernière petite question, ça m'a interpellé. Votre forçat là, dans le livre, oui. Mêlé à l'enlèvement, et peut-être même père adoptif de la jeune fille, ne serait-il pas un petit clin d'œil au Jean Valjean de Victor Hugo, non? Ça pourrait, mais c'est un hasard. C'est un hasard. Et s'il y a un clin d'œil, ça peut être vrai, bien sûr, mais encore une fois, c'est inconscient. C'est inconscient. Oui. Donc on l'a compris, chez vous, l'inconscient, c'est important. Oui. Ah ben voilà, ma chère Corinne, on est arrivé à la fin. J'ai une petite conclusion pour vous. Le salon a été très agréable, je vais vous dire, parce qu'on est extrêmement bien reçus. Le cadre est très chaleureux. Oui, vous venez depuis un petit moment ici. Alors, je n'étais pas venue depuis 10 ans. Ah, vous n'étiez pas venu parce que je me souviens de vous. Ça fait un moment que j'anime, mais... Ah oui, vous voyez. Et donc, j'ai plaisir à revenir aujourd'hui, enfin ce week-end. J'espère que je reviendrai à l'avenir, parce que vous avez une très très belle région.
Et Vous connaissez un peu le Cotentin? Oui, un petit peu. Un petit peu, oui. Et puis je vous remercie. Merci à vous. C'était très sympathique. Alors, petite conclusion. Je ne sais plus qui a dit qu'un romancier, c'était un monde enfermé dans un être humain. C'est ce qu'est Corinne Javelot, une romancière. Les mots sont pour elle des feux d'artifice en désordre, qui allument de son esprit romanesque dans un ballet féerique et pyrotechnique, bien ordonnancé jusqu'au bouquet final dans le cerveau des lecteurs. Le monde, quelque part, n'est qu'une bouteille d'orangina. Il n'attend que d'être secoué avant d'être buvable. C'est ce que s'évertue à faire Corinne. Avec passion, elle secoue la pulpe du monde au travers de ses écrits, en y apportant un peu plus de beauté chaque jour, tandis que dans le même temps, elle milite pour la cause de l'amour. En ce sens, elle est complètement d'accord avec Mathieu Ricard, ce maître zen, qui a dit, il aurait pu le dire, c'est moi, sois heureux comme un 51 dans l'eau, quel que soit le pastis dans lequel tu te trouves. Bravo. Merci à vous. Voilà, retrouvez le magnifique livre de Corinne, L'ombre de Rosemée. Voilà, précipitez-vous, ma chère Corinne, merci à vous. Merci infiniment. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com